Bienvenue pour un nouveau journal Afrique sur TV5 Monde. À la une de l'actualité africaine de ce dimanche 19 juin, ce nouveau drame de l'immigration en République démocratique du Congo. 19 Éthiopiens ont été retrouvés morts dans un conteneur. 76 autres personnes ont été retrouvées vivantes dans ce véhicule qui circulait du Haut-Katanga vers la Zambie. Plus d'internet et plus de réseaux sociaux en Algérie. Les autorités expliquent avoir bloqué les Facebook et autres Twitter pour lutter contre la fraude au baccalauréat en raison de fuites. 550 000 lycéens ont commencé à repasser l'examen ce dimanche. Et puis comment adapter le modèle agricole pour nourrir plus de 2 milliards d'Africains en 2050. À la fin de ce journal, dans l'Afrique en marche, nous vous parlerons agriculture avec Alex Bébé-Palais, président d'ABLC, African Business Lawyer Club, qui a consacré sa 5e conférence à l'agrodéveloppement. Ils voulaient quitter l'Éthiopie pour trouver une vie meilleure et ils sont morts asphyxiés. 19 corps sans vie ont été retrouvés dans un conteneur en République démocratique du Congo. Le véhicule qui transportait 76 autres migrants traversait le Haut-Katanga. Les survivants voulaient rejoindre manifestement l'Afrique du Sud. Ilham Taoufiki. La scène macabre a été découverte en pleine brousse dans le Haut-Katanga. 19 corps, tous éthiopiens, morts asphyxiés dans ce camion immatriculé en Zambie. Dans ce véhicule, 72 Éthiopiens et 3 Zambiens ont été secourus in extremis, très affaiblis, mais sains et saufs. Il s'en est fallu de peu pour qu'ils ne succombent eux aussi. Les clandestins pris au piège ont profité d'une halte pour tenter d'en sortir. Alertés par le bruit, les services de sécurité ont fait ouvrir le véhicule. Les 2 chauffeurs avaient déclaré au départ transporter du poisson. Le camion se rendait vers la ville de Ndola en Zambie. Là, les clandestins devaient prendre un autre container en direction de l'Afrique du Sud. Décidément, depuis qu'il a annoncé sa candidature à la présidentielle congolaise, les ennuis judiciaires s'accumulent pour Moïse Katumbi. L'opposant est rattrapé par une nouvelle affaire d'expropriation d'immeubles. Cette fois, un citoyen grec, Emmanuel Stoupis, accuse l'ex-gouverneur de l'ex-Katanga de s'être approprié indûment une propriété dont Emmanuel Stoupis lui-même serait l'héritier. Par le biais de ses avocats, Moïse Katumbi nie ces accusations. Le Burkina Faso, sur le chemin d'une 5e république, c'est l'une des réformes majeures du président burkinabé. Roch Marc Christian Kaboré veut doter le pays des hommes intègres d'une nouvelle constitution afin notamment d'éviter les tripatouillages qui ont pu avoir lieu dans le passé. Une commission a été nommée, elle sera chargée d'écrire le futur texte. À précision à Ouagadougou avec notre correspondante Fanny Noirou. 92 personnes vont plancher sur cette nouvelle constitution, des personnes issues de la société civile, religieuses, des partis politiques, toutes tendances confondues, des forces de sécurité, bref, un panel large. La constitution actuelle date de 1991 et dans sa configuration, elle donne beaucoup de pouvoir au président, trop pour le gouvernement qui souhaite donc changer. Et pour présider cette commission chargée d'écrire le texte, le choix s'est porté sur maître Alidou Ouedraogo, figure connue du militantisme en faveur des droits humains. L'exécutif ne doit pas être autoritariste. Comme si vous prenez le chef de l'État, il ne doit pas procéder à toutes les nominations aux hautes fonctions, au niveau diplomatique, de la magistrature, de l'armée. Il faut donc qu'on cherche des textes qui nous permettent de concevoir, qui s'adaptent à un régime démocratique adaptable à la population et qui répond aux aspirations de cette population-là. La commission se donne 2 à 3 mois pour rédiger ce texte qui, s'il est validé, sera ensuite soumis aux députés puis à référendum. Le gouvernement souhaite mettre cette nouvelle constitution en place d'ici la fin de l'année, au plus tard début 2017. Une étape symbolique pour tourner un peu plus la page Blaise Compaoré. Depuis 10 jours, l'Algérie mène une grosse opération militaire contre les islamistes dans une zone montagneuse de la région de Médéa, à 80 km au sud d'Alger. Les autorités annoncent avoir tué 8 combattants armés ce dimanche. 12 terroristes, donc, comme les désignent les autorités, ont été abattus depuis le début des combats.
On reste en Algérie, un pays coupé du monde. Depuis hier soir, Internet a été totalement interrompu. Officiellement, cette coupure doit empêcher l'accès aux réseaux sociaux et à d'éventuelles nouvelles fuites des sujets du bac. Avec nous, depuis Alger, notre correspondant, Khaled Drareni. Alors Khaled, si Internet est coupé, c'est parce que depuis dimanche, des centaines de milliers de lycéens sont à nouveau en train de repasser l'épreuve du baccalauréat. Absolument, vous n'êtes pas sans savoir que le baccalauréat a été refait ou partiellement refait en Algérie. C'est un scandale sans précédent. C'est la première fois que des suites à l'examen du baccalauréat sont d'une aussi grande importance. Les autorités ont donc décidé de refaire le bac à partir d'aujourd'hui et ils l'ont annoncé. Internet sera coupé et ils ont mis leur menace à exécution depuis hier. Le pays est coupé du monde. Tous les réseaux sociaux sont interrompus en plus des réseaux normaux d'Internet. Voilà, près de 300 000 sur les 800 000 candidats au bac ont commencé à repasser leurs examens aujourd'hui. Ici, les associations sont scandalisées par cette coupure. La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme a dénoncé hier cette coupure Internet, la qualifiant d'une grave atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d'expression en Algérie. Khaled, à toute chose, malheur est bon, comme on dit, les Algériens ont finalement trouvé un bon système D comme débrouillardise. Voilà, débrouillardise pour ne pas dire autre chose. Depuis hier, évidemment, les internautes algériens ont découvert une application qui s'appelle VPN. Eh bien, hier, il y a eu des millions de téléchargements. Les Algériens ont trouvé, comme d'habitude, l'astuce pour contourner cette interdiction et cette coupure d'Internet depuis hier. Ce sont des millions d'Algériens qui sont connectés via cette application. Certains réseaux ont annoncé qu'il fallait se méfier car à cause de cette application, eh bien, nos données personnelles risquent d'être saisies. Mais ça, on a l'habitude depuis quelques années avec les échos de la NSA et bien d'autres. Merci beaucoup, Khaled Drareni, d'avoir été en direct pour nous depuis Alger. Au Mozambique, la reprise des attaques armées de l'opposition paralyse l'économie depuis le début de l'année. Les anciens rebelles de la Renamo, aujourd'hui parti d'opposition, ont décidé de reprendre les armes. Pour les habitants, c'est le retour de la peur et des difficultés économiques. Illustration avec ce sujet AFP TV commenté par Ilham Taoufiki. Des heures et des heures, capot contre capot, pour parcourir une centaine de kilomètres. Sur la Nationale 1, dans le centre du Mozambique, autocars, camions et voitures doivent désormais être escortés par l'armée. Cette situation est stressante, rien ne va avec ce voyage. Avant cette situation militaire, on pouvait faire le voyage en un seul jour. On partait à 4 heures du matin et on arrivait vers 23 heures ou le lendemain très tôt. Il faut désormais 4 jours pour rallier la capitale. Mais ces escortes, selon l'armée, sont organisées pour le propre bien des automobilistes, car le principal axe nord-sud du pays n'est plus sûr. Plus depuis la reprise des affrontements entre l'armée et la Renamo, le parti de la rébellion pendant la guerre civile. Des véhicules soupçonnés de transporter des militaires ou des armes ont été attaqués. Plusieurs civils sont morts et des dizaines ont été blessés. Nous avons dépassé les forces armées. 500 mètres plus loin sont apparus des hommes de la Renamo. Ils ont tiré. Ils étaient dans la brousse. Ils sont sortis et ont tiré vers moi, le conducteur. Le problème, c'est que ces mesures de sécurité ont des répercussions sur l'économie. Les denrées pourrissent dans les camions avant d'atteindre la capitale et partout déjà, les prix flambent. Malgré 7% de croissance, le Mozambique fait partie des 10 pays les plus pauvres du monde et cette crise politico-militaire risque de retarder fortement son développement. Des nouvelles d'Alain Chongou, notre correspondant au Congo-Brazzaville, qui a été arrêté, placé en garde à vue hier. Selon des sources policières, la garde à vue d'Alain Chongou et de 2 confrères qui l'accompagnaient est terminée. Toujours selon ces sources, tous 3 ont été libérés et pourront reprendre l'avion demain pour Brazzaville. Officiellement, les 3 journalistes ont été arrêtés parce qu'ils n'avaient pas reçu l'autorisation administrative de se rendre à Bétou, où les Nations Unies organisent demain une cérémonie à l'occasion de la journée internationale des réfugiés. Apaiser les cœurs et redonner le sourire aux enfants centrafricains, c'est l'objectif de l'opération Smile, comme sourire en anglais, que mène l'artiste centrafricaine Idil Mamba. Ces dernières années, les petits et les jeunes ont été les premières victimes des violences. Idil Mamba a décidé de donner une série de concerts et de se rendre aussi auprès des enfants déplacés afin de leur apporter un peu de joie. On l'écoute.
Il s'agit de redonner le sourire tout simplement aux enfants qui habitent sur ce site-là et par la même occasion à toutes les familles qui sont encore sur ce site-là. Je suis enfant de ce pays, je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai parcouru tous les quartiers de Bangui, j'étais à Miskine, j'étais à Galabadia, j'ai grandi à Galabadia dans un quartier populaire. Donc j'ai toujours connu ça, j'ai connu les mutineries, j'ai connu les années blanches, j'ai connu toutes ces situations-là, j'ai connu le coup d'État 2003 avant de partir. Donc je peux ressentir ce que ces gens, ces Centrafricains ressentent aujourd'hui. Comment nourrir plus de 2 milliards de bouches en Afrique en 2050? La question de l'agro-développement est sur toutes les lèvres en ce moment. C'était le thème de l'Afrique en marche aujourd'hui. C'était aussi le thème de la 5e conférence de l'ABLC, l'African Business Lawyers Cup, qui s'est déroulée à Paris la semaine dernière. Le président de ce club, qui réunit les jeunes professionnels du droit, Alex Bébé-Palé, est avec nous. Alex Bébé-Palé, je rappelle que vous êtes aussi avocat au barreau de Paris et du Cameroun. Alors l'ABLC réunit des avocats, des juristes qui veulent promouvoir une meilleure pratique des affaires auprès des investisseurs en Afrique. Pourquoi? Il y a des lacunes, il y a des manques, il y a des difficultés manifestement pour les investisseurs en tout cas. Alors tout d'abord, Dominique, merci pour votre invitation. Vous l'avez si bien rappelé, notre club réunit aujourd'hui de jeunes professionnels africains du droit des affaires. Nous sommes environ 80 et nous représentons environ 20 nationalités africaines. Alors notre axe de développement, c'est effectivement de contribuer à améliorer le climat des affaires en Afrique. Pour répondre précisément à votre question, je vais vous raconter une toute petite anecdote. Il y a quelques jours, j'ai rencontré des chefs d'entreprise français et je leur ai posé une question en tant qu'investisseur d'une manière générale. Je leur ai demandé quel était leur principal problème en Afrique. Ils m'ont dit c'est très simple de faire des affaires en Afrique. Notre problème, c'est l'environnement juridique, c'est le cadre légal. Alors, nous, c'est notre axe de travail. Notre credo. Voilà. Et pour cela, nous avons globalement 3 principaux piliers. Le premier, c'est la formation. La principale des richesses, c'est le capital humain. Et nous estimons, et là c'est un message que nous voulons faire passer aux autorités publiques africaines, il faut investir dans la formation. Nous le faisons, nous développons des programmes de formation avec nos différents partenaires sur le terrain. Cette année, nous devons réaliser 2 projets au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Le deuxième axe, c'est la sensibilisation des investisseurs à l'environnement des affaires en Afrique et puis l'influence auprès des décideurs publics et privés. Alors, on va revenir sur le thème de la 5e conférence de la BLC. Le thème, c'était l'agriculture, l'agrodéveloppement. Vous pensez que vous êtes optimiste? Vous pensez vraiment que les agriculteurs africains vont pouvoir nourrir plus de 2 milliards de bouches en 2050? On va y arriver? Alors en effet, les prévisions indiquent que d'ici 2050, l'Afrique comptera globalement plus de 2 milliards d'habitants. C'est un défi énorme, puisque aujourd'hui l'Afrique n'a pas terminé sa transition démographique, donc sa population va doubler d'ici 2050. Pour répondre précisément à votre question, lorsque je regarde le potentiel de l'Afrique, que ce soit en terres arables, que ce soit en termes de démographie, c'est un continent essentiellement jeune, la biodiversité africaine, je crois sincèrement que si les bonnes mesures sont prises, oui, l'Afrique peut relever ce défi. Alors, c'est quoi ces mesures? Alors, la principale question du développement agricole aujourd'hui en Afrique est la suivante. Comment produire plus, beaucoup plus, tout en préservant au maximum l'environnement, notamment les sols? Alors, pour répondre à cette question, il faut répondre à plusieurs autres questions. La première, c'est qu'est-ce que l'Afrique doit produire et qu'est-ce qu'elle ne doit pas produire? Faut-il aller vers une culture vivrière pour la consommation locale ou vers une agriculture d'exportation afin d'accumuler des devises et réduire le déficit commercial? Il n'existe pas de solution miracle. Chaque pays choisit sa voie en fonction de son potentiel et de ses besoins. Quand vous regardez le Ghana, qui a réussi à mobiliser ses petits producteurs sur quelques cultures d'exportation comme le cacao et l'EVA, grâce à des financements adaptés. Au Sénégal, le fleuve Sénégal, le riz a très bien marché et grâce à une combinaison de taxation du riz asiatique, de techniques d'irrigation particulières et de quelques financements publics. Je pense que si on réfléchit à des solutions locales,
pour répondre à des problèmes locaux, on peut effectivement dégager de bonnes solutions. Il y a tout de même ce qu'on peut appeler un paradoxe agricole africain, puisque 60% des terres arables dans le monde inexploitées sont en Afrique, que 60% de la population africaine travaille de près ou de loin dans le secteur de l'agriculture, et pourtant l'Afrique importe 50 milliards de dollars de nourriture chaque année. Dernier chiffre, l'agriculture ne pèse que 30% dans le PIB des pays africains. Comment résoudre ce paradoxe? C'est vrai, malheureusement aujourd'hui, malgré le potentiel que représente l'agriculture, vous l'avez dit, son poids assez faible dans le PIB, mais cela est dû en général au faible rendement de l'agriculture en Afrique. Alors pourquoi les rendements sont faibles? Parce que nous n'avons pas de filières agricoles intégrées. On peut prendre le cas de la Côte d'Ivoire. Je ne parle même pas du cacao et des problèmes de transformation du cacao ivoirien hors de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de noix de cajou. 25% de la production mondiale. 6% seulement de cette production est transformée localement. Or, tout le monde sait que sans filière, sans transformation locale, on ne crée pas d'emplois. Ouais. Et c'est la même chose pour le coton, d'ailleurs, notamment au Mali. La question, c'est aussi comment amener les jeunes à se tourner vers l'agriculture quand on les interroge. Ils n'ont pas très envie de devenir agriculteurs. Alors, pour répondre à cette question, moi, je pars toujours d'une réalité. La population africaine aujourd'hui est rurale, essentiellement, environ 60%. En Afrique subsaharienne, j'entends. Environ 60%. Donc, il faut arriver à intéresser les jeunes au milieu rural. Ça veut dire améliorer les conditions de vie en milieu rural, d'abord, à travers l'infrastructure. Le danger, c'est pas de calquer finalement le modèle européen et américain. C'est vrai que de ce point de vue-là, il y a deux voies alternatives. La première, ce sont ces grandes fermes mécanisées de milliers d'hectares, comme on le voit dans le Kansas, en Ukraine ou en Argentine, ou alors augmenter la production des petites exploitations. Moi, je penche plutôt pour la deuxième solution. Comment lutter à armes égales contre les produits agricoles subventionnés européens, américains? C'est très difficile pour les agriculteurs africains. Par exemple, pour prendre les poulets de chair, les poulets bicyclettes sont souvent plus chers à produire que ceux qui sont importés, qui viennent d'autres pays. C'est un problème, c'est une question difficile, mais même si je sais que le protectionnisme n'a pas bonne presse, je pense qu'il faut envisager ces mesures. Le protectionnisme ne signifie pas simplement de fermer les marchés aux produits extérieurs. Il peut aussi signifier il peut servir à créer des filières locales. Par exemple, lorsqu'en 2010, le Gabon a interdit l'exportation des grumes brutes coupées dans ses forêts, c'était pour favoriser la création d'une filière de transformation locale. Donc je pense qu'avec des mesures de protectionnisme comme celle-là, on peut protéger les marchés et les producteurs africains. Eh bien, merci pour toutes ces recommandations. Merci Alex Bébé-Palud d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Voilà, c'est la fin de ce Journal Afrique, un journal que vous pourrez revoir sur notre site internet, sur la page Facebook de votre Journal Afrique. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde.